Bonjour les amis, et plumophile bien sûr, comme d'habitude, plumophile, petite contraction de la plume du temps, c'est-à-dire le petit panneau qui est derrière moi. Bon, voilà, c'est tout simple, hein, bien sûr. Notre chaîne, vous avez pu le constater, démarre doucement. Fallait-il attendre des choses extraordinaires? Non, bien entendu. Sauf, c'est un peu pareil pour toutes les chaînes d'ailleurs, hein. Sauf celles qui ont pu bénéficier, tant mieux pour elles, d'un support médiatique très important, ou qui ont déjà X années derrière elles. Vous avez pu aussi remarquer qu'il y a une étude qui attire davantage l'attention, c'est celle concernant le climat, du 8 ou du 11e siècle jusqu'à nos jours. Ce qui est normal parce que c'est vraiment très intéressant, ça, comme on dit, ça remet les pendules à l'heure. Et, et donc, c'est tout à fait logique que le regard ou l'attention se porte davantage sur cette étude. Alors, qu'allons-nous étudier aujourd'hui? Ce sera notre 5e étude, si on ne compte pas la première qui était la vidéo de présentation de la chaîne. Eh bien, nous allons parler des erreurs, alors pudiquement appelées erreurs, ou les bêtises, entre guillemets, que notre société actuelle commet. Alors, bien entendu, il y en a, je dirais, sont quasiment inévitables. Il ne faut pas non plus toujours voir les choses du mauvais côté, hein, bien sûr. Les villes grandissent, c'est pas toujours facile de les organiser comme on voudrait, c'est-à-dire en fonction des critères naturels, en fonction d'un certain nombre de contraintes, bien sûr. Et la vie, le modernisme, entre guillemets, notre société technologique évolue en même temps, et on ne peut pas faire non plus évoluer les villes de la même façon. Mais en revanche, alors je parle des villes bien sûr, mais il n'y a pas que les villes, hein. Mais d'un autre côté, on peut aussi porter sans doute beaucoup plus d'attention. Ça, ce sont aussi des choix à la fois politiques et financiers, malheureusement. Alors, quelles sont je dirais, les grosses bêtises, entre guillemets, que nous allons étudier? Ça manque pas, bien sûr, hein. Il y a déjà tout ce qui concerne la pollution, bien sûr, pollution atmosphérique, pollution des sols, dégradation des sols sous toutes leurs formes, que ce soit malheureusement par l'agriculture, ah oui, désolé, par la déforestation aussi, oui, malheureusement, alors également les actions que j'appellerais les actions néfastes, qui sont la guerre, voilà, malheureusement, il y en a toujours, les essais ou les pratiques, euh, c'est-à-dire essais climatiques, il ne faut pas le nier, bien sûr, c'est pas récent, hein, ça date déjà de X décennies. Les essais telluriques, bien sûr aussi, il ne faut pas l'oublier non plus, enfin, etc., etc., etc. Alors, on va essayer de procéder un peu dans l'ordre, et pas tout mélanger, bien sûr, sachant que dans mon esprit, il n'est pas non plus... l'objectif n'est pas de voir tout en noir. Ça, c'est trop facile, c'est un petit peu une tendance malheureusement actuelle. Alors, je ne sais pas si elle est franco-française, oui, quand même. Il faut aussi être réaliste, regarder les choses telles qu'elles sont, voir ce que l'on peut faire, et puis après, c'est à chacun dans son petit coin, dans son petit, voilà, de se comporter peut-être un peu différemment, de transmettre aux élus on remonte, etc. Bon, après, on voit les choses qui sont faites, celles qui ne sont pas faites, etc., etc., bien sûr. Alors, on va commencer par les agglomérations. Une agglomération, partons d'une agglomération standard, 100 000 personnes. Nous sommes en France, 150 000 âmes. Vous pouvez mettre 300 000 aussi, ça ne va pas changer grand-chose. Sur la partie plutôt intramuros, c'est dans la partie centrale, sachant qu'à l'extérieur, nous avons davantage de pavillons, de zones pavillonnaires, de jardins, de zones industrielles ou commerciales. Alors là, c'est évidemment tout à fait différent, mais on a aussi des parcs, hein, des squares, des choses comme ça, qui eux sont perméables à l'eau, aux eaux pluviales. En revanche, si l'on regarde la partie centrale d'une ville, eh bien, pas qu'on en dise, elle est relativement étanche. C'est-à-dire entre les toitures, les trottoirs goudronnés, la voirie, on a une étanchéité d'à peu près
je dirais 70-75% par rapport aux eaux pluviales. C'est énorme. Alors maintenant, prenons, à titre d'exemple toujours, un parking de supermarché. C'est pas pour dire du mal des supermarchés, c'est pas le sujet. C'est simplement une surface goudronnée que l'on va considérer de environ 150 mètres par 150 mètres, ce qui fait 2,25 hectares. Nous partons d'une pluie orageuse, disons, standard, que je vais utiliser plus loin, de 100 mm en 1 heure. 10 cm, voilà, en 1 heure, il tombe 10 cm d'eau. Bon, est-ce que c'est extraordinaire? Non, c'est une grosse pluie, voilà. Eh bien, simplement pour fixer un peu les idées, ça va nous représenter tout simplement 2250 m3 d'eau à évacuer en 1 heure. 2250 m3 d'eau. Alors mettez-les en litres si vous voulez, ça en fera plus, mais ça revient au même. Si nous reprenons notre ville de 100 000 habitants, d'un diamètre de 4 km de diamètre, ce qui nous fait 12,6, à peu près, j'arrondis toujours un peu, kilomètres carrés. 150 000 habitants, si vous voulez, voilà. Dans les mêmes conditions, avec une étanchéité de 75%. Sachant que notre parking, avant, là, c'était une étanchéité de 95% s'il y avait quelques arbres ou voilà, si on avait planté quelques arbres, mais on est dans cette fourchette d'étanchéité 95-100% sur les parkings goudronnés. Notre ville, étanchéité 75%, et donc toujours nos 10 cm, c'est-à-dire 100 mm d'eau en 1 heure. Eh bien, là, on est, comme on dit, on ne joue plus dans la même cour. Nous sommes à 1 256 000 m3, ce qui va représenter 5 supertankers de 250 000 tonnes. Supertankers, les gros bateaux pétroliers ou ce que vous voulez. 1 250 000. Alors imaginez maintenant que ça dure pendant 2 heures, vous multipliez par 2, et puis si c'est pas 100 mm, si c'est 200, c'est-à-dire 20 cm, et ben là vous multipliez encore, etc., etc. Donc on arrive à des valeurs absolument colossales. Il faut l'évacuer cette eau. Et on l'évacue où? Eh bien, en général dans les fleuves qui sont à côté. Pas trop d'autres solutions. Alors la solution, bien, elle est quand même très limitée, puisque en fait nous avons des voiries qui sont goudronnées. Il faudrait revenir à ce moment-là aux routes pavées que les anciens ont connues, peut-être pavées différemment, sur un lit de sable. Mais avec des véhicules, ben, ça veut dire qu'il faut changer le diamètre des roues, il faudrait qu'ils aient des plus grandes roues. Donc c'est toute une démarche qui devient tout à fait différente. Et oui. Alors, on n'est plus dans l'automobile actuelle ni dans le poids lourd actuel. Il y a une autre chose que l'on peut faire et que j'ai eu l'occasion en particulier de voir en Russie, alors c'est pas pour parler de la Russie, surtout en ce moment, malheureusement, on utilise beaucoup là-bas les pavés autobloquants ou les dalles autobloquantes, posées, voilà, ce qui permet de grandement limiter justement les écoulements d'eau pluviale. Et ça sur des surfaces très très grandes. Je veux dire, j'ai quelques choses en tête. On est dans des grandes surfaces ludiques ou de squares, enfin boisées et autres. On est à l'échelle du kilomètre carré. Voilà. Bon, bah, ça change tout. Nous, un trottoir goudronné, que va-t-on faire? Eh bien, dès qu'il y a un tuyau à passer ou s'il y a une fuite, on recasse tout. On va reboucher la fuite, on rebouche, voilà, et puis 6 mois après on revient parce qu'entre deux ça s'est effacé, un petit peu enfoncé, donc on regoudronne. Bon, peut-être une autre. Alors, maintenant, est-ce que les pavés autobloquants partout, c'est le grand miracle? Non, mais ça va un petit peu dans le bon sens. Ça veut dire aussi l'augmentation de surfaces boisées, de surfaces verdurées, bien entendu. Alors on aura l'occasion de revenir après sur la déforestation, qui là est une calamité, c'est bien évident. Alors les routes et les autoroutes. Bon, les mêmes conditions météo. En France, une bande d'autoroute, c'est de 3,50 m. Prenons une 2 fois 3 voies, donc 3 voies dans un sens, 3 voies dans l'autre, plus les bandes d'arrêt d'urgence de chaque côté, on arrive à 8 fois.
ce qui nous représente sur 6 km, prenons un orage local, 6 km, bon tout ça ce sont des approximations, mais ça donne quand même une idée des choses. Hein. Ça va représenter 168 000 mètres carrés. Ce qui va nous donner, avec nos 10 cm, 16 800 mètres cubes d'eau à évacuer en 1 heure. 16 800 mètres cubes d'eau. D'où, en fait, les solutions qui sont adoptées aujourd'hui, qui sont les bassins de rétention que l'on voit depuis, j'allais dire, 2 décennies, pas plus, 1 décennie, 2 décennies, qui se construisent dans les parties basses, s'il n'y a pas d'autres moyens d'évacuer. Bon, l'inconvénient quand même, c'est que c'est de l'utilisation de terre pour faire des bassins de rétention. Bon, voilà. L'agriculture. Alors l'agriculture, ça, il faut quand même qu'on mange, qu'on puisse se nourrir. C'est pas évident qu'on exporte, etc. Bon, le problème, c'est que par nécessité économique, ça faut remonter aux années 65, 65, que j'ai bien connu. J'allais dire malheureusement, pas forcément. Il y avait des haies, beaucoup de haies, qui servaient de nichoirs, qui servaient de coupe-vent, qui servaient surtout de coupe-vent très important. Et alors imaginez en vallée du Rhône par exemple, hein, mais il n'y a pas qu'en vallée du Rhône. Et aujourd'hui, enfin après ces années 65-70, on a appliqué ce qu'on appelle le remembrement, Bretagne, à droite à gauche, Pays de Loire, les grandes plaines du Nord, etc., de l'Est, et sont arrivés en même temps, bien entendu, des progrès mécaniques, c'est-à-dire des gros tracteurs, des grosses charrues, etc., des machines très lourdes. La conséquence, c'est pas la peine de faire de grandes dissertations là-dessus, ni d'avoir fait de grandes études. On comprend tout de suite qu'il y a des conséquences. Alors les conséquences, bien entendu, c'est l'instauration, la facilité d'instauration de régimes de vent, puisqu'il n'y a plus rien pour arrêter le vent au niveau du sol, mais nous allons y revenir un petit peu après. Mais il y a également les masses, le poids des engins, tracteurs, moissonneuses batteuses, arracheuses de pommes de terre, de betteraves, de tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on voit des machines qui pèsent entre 6 et 8 tonnes. Donc ce qui veut dire une pression au sol qui est très importante. On est aux alentours de 2 kg par centimètre carré, voire plus, et plus encore au niveau des crampons. Alors, la conséquence de ça, c'est que lorsqu'on descend un peu plus, vers 0,60 m, 70 par là, on a ce qu'on appelle une dalle de labour qui se crée. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu, hein, c'est pas une invention de ma part. Et ce qui veut dire que cette dalle de labour est évidemment beaucoup moins perméable aux eaux pluviales. Ça veut dire épuisement des nappes phréatiques, ça veut dire dans les parties basses des champs, la création de grandes mares à canards. J'en ai connu en particulier en Normandie. Alors, il ne pleut pas plus forcément en Normandie. Je me méfie d'Esprit Chagrin, là, tout de suite. Vous savez, c'est pas trop mon copain, Esprit Chagrin, pour tout ce qui est contre et qui a toujours un avis, voilà. Ces grandes mares à canards, c'est de la surface perdue pour le labour, et ça peut durer comme ça. J'en ai vu qui ont duré comme ça 3 mois, et ça revient après l'année suivante, etc. C'est aussi un facteur d'inondation, faut pas l'oublier, bien sûr. Alors, que faire contre ça ? J'allais dire pas grand-chose. Malheureusement, remettre des haies, oui, il y a une démarche qui consiste à remettre des haies, mais effectivement, plutôt que d'avoir un champ qui fait 1 km² avec des machines qui marchent toutes seules, pilotées par un GPS et le satellite qui est au-dessus, il faut remettre des gens. Et puis voilà, il y a c'est toute une démarche inverse qui s'enclenche. On n'est plus dans la même cour. Hein. Remettre des haies, c'est une solution. Il y a peut-être aussi un retour de la chenille, plutôt que de la roue. Je note d'ailleurs que sur certaines machines et sur certains gros tracteurs maintenant, on a un retour à la chenille caoutchouc.
Et d'ailleurs, à ce sujet, on va faire un petit tour dans l'ex-URSS, où on utilisait peu le caoutchouc, mais beaucoup la chenille sur les tracteurs. Alors évidemment, esprit de chagrin, et ça je l'ai connu à l'époque, oui, mais ça c'est pour transformer tout de suite les tracteurs en chars d'assaut pour envahir l'Europe. Bon, ça fait 75 ans que la Russie doit envahir l'Europe avec des milliers de chars. Bon, c'est complètement stupide, on ne transforme pas un tracteur comme ça en engin blindé, non, 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 faut être sérieux. Euh, Bien. Alors, un retour peut-être vers la chenille. Ça me paraît pas complètement stupide. Il y a sans doute peut-être des inconvénients, je ne sais pas, mais je vois aussi des avantages pour éviter ce tassement des sols. Revenir également vers les haies. Et il y a peut-être aussi d'autres solutions. Bon, voilà. Alors, je peux pas en dire plus. Prenez par exemple un char Leclerc. Un char Leclerc équipé avec son armement et tout, c'est en gros 54-55 tonnes. On est inférieur, on est à 0,9 kg de pression par centimètre carré. C'est pas le cas d'un tracteur moderne. Tracteur moderne de 300 chevaux ou de 250 chevaux, on est bien au-delà. Voilà. Alors les murets, je vous en ai parlé bien sûr. Grand arrachage des haies pour faire des grandes surfaces, etc. Des incitations financières de l'État même pour abattre les haies, enfin, etc., etc. Alors ça veut dire ruissellement des eaux, bon on en a vu, alimentation des nappes phréatiques qui diminue, et ensuite on se plaint, oui, évidemment. Les mers à canards, la disparition de la faune, bien sûr, et plus de coupe-vent, mais également disparition de l'humus, entraîné par le vent. J'ai eu l'occasion, pour la petite histoire, en 1976, l'été 76, où j'étais au bord de la Loire, de voir des vortex, c'est-à-dire des mini-tornades en fait, hein, en particulier qui circulaient dans des champs plutôt sablonneux, et qui emmenait des dizaines et des dizaines de tonnes d'humus et qui allait se reposer, je sais pas où, 10 km plus loin. Donc on voit que derrière tout ça, il y a quand même aussi des conséquences. Hein. Pollution aussi de l'atmosphère, un peu, bien sûr. Hein. Alors aujourd'hui, on redécouvre l'importance des haies. Ça veut dire que faire et défaire, c'est toujours travailler, mais enfin bon, c'est de l'argent de gaspiller, tout ça. Alors, l'action du vent, on y revient, ce qu'on appelle la notion de couche limite. Lorsque votre voiture est poussiéreuse, vous allez faire un tour avec, vous rentrez chez vous et la voiture est toujours aussi poussiéreuse. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle la couche limite, c'est-à-dire que l'air au niveau de la carrosserie ne circule plus ou plus beaucoup. Autrement dit, si l'on trace une courbe de la vitesse du vent entre la carrosserie et puis 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, eh bien c'est une courbe qui va monter. Alors je ne dis pas que ce n'est pas une exponentielle, mais ça monte très vite. Donc vous avez un freinage au niveau de la carrosserie de voiture, vous avez également un freinage au niveau du sol pour l'agriculture, pour les forêts, pour tout ça, d'où l'importance de la forêt, des haies, etc. Donc on y revient toujours, hein. Alors ça, c'est pour les petits curieux, on retrouve ça dans les règles Neige et Vent 65, entre autres. Je pense qu'elles sont toujours d'actualité sous cette référence, tout au moins. À titre indicatif, si l'on prend la région 2 de ces normes, qu'on appelle NV 65, puis vous avez également N84 suivant les années où ça a été paru, ça sert de base, hein, ces choses, ces normes. Prenons la région 2, qui est une moyenne en France. Région 2, moyenne en France. Au niveau du sol, je mets un panneau de 1 mètre carré que je tiens dans mes bras. Donc ce panneau, sa base est à 1 mètre du sol et dépasse un petit peu de moins. La pression dynamique, c'est-à-dire la pression du vent, sera de, en gros, 53 décanewtons. 53 décanewtons par mètre carré, c'est-à-dire 51 kg si vous préférez, par mètre carré.
Si maintenant nous considérons cette même région 2, mais en conditions extrêmes, c'est-à-dire une tempête extrême que la norme a pris en compte, eh bien là nous sommes à 92 décamètres décanewtons par mètre carré. Et là évidemment, alors déjà l'autre on ne la tient pas dans les bras à 52 décanewtons, 92 vous partez avec la... Voilà. Ça explique que les haies dans les champs, pour revenir aux champs, mais il n'y a pas que les champs bien sûr, c'est très important. Les forêts, les grandes futaies, c'est très important, bien entendu. Mais également tout ce qu'on peut construire comme palissades et autres, et on en voit combien qui s'envolent ou qui tombent, parce que vous avez en plus un effet cyclique du vent, une fatigue cyclique, et ça c'est évidemment. Voilà, alors il ne faut pas oublier que l'énergie, c'est proportionnel au carré de la vitesse. Ah oui, parce que entre 10 mètres secondes et puis 20 mètres secondes, c'est pas multiplié par 2. Non, non, pas du tout, c'est le carré. Pas pareil. Voilà, donc nous avons un freinage aérodynamique au niveau du sol et de tout ce que l'on va construire au sol. C'est aussi pourquoi on passe en soufflerie les grands immeubles. Oui, les pressions sont absolument énormes. C'est pour ça que la tour Eiffel bouge de plusieurs mètres, là-haut à 300 et quelques mètres. Et en plus, vous avez, entre les grands immeubles, je pense à la Défense, mais c'est vrai aussi à Berlin, c'est vrai aussi à Milan ou ailleurs, vous avez les effets Venturi entre les immeubles, qui vont accélérer le vent. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Alors, revenons un petit peu, on n'a pas quitté, mais en fait, revenons un peu toujours sur notre forêt, parce que moi je suis un passionné aussi de forêt, enfin de l'influence, de l'importance de la forêt pour notre vie, pour la vie de la Terre, pour notre côté agréable et le côté, pas paradisiaque, non, mais le côté nécessaire des forêts. Reportons-nous aux grandes tempêtes de décembre 99. Alors il y en a une le 26 décembre et une autre le 27. Celle du 26 décembre qui est rentrée par la région des Charentes et qui est remontée, donc qui a traversé la France. Alors vous trouverez dans l'étude qui est en libre accès sur le site internet des photos de la forêt de Fontainebleau, avec pas triste. Et puis qui est remonté donc qui est allé mourir, disons, au niveau de la Belgique et le nord de l'Allemagne. Qu'est-ce qui a pu arrêter ou freiner en tout cas cette forêt? Jusqu'à la forêt d'Orléans, pas grand-chose. Et lorsqu'on voit son tracé d'ailleurs, elle est remontée, elle a pris le nord du Massif central. Alors je ne dis pas que sur les hauts sommets du Massif central, les hauts plateaux, ça a bien décoiffé, mais le plus violent, c'était quand même les conséquences étaient en bas. Après, la forêt d'Orléans, la forêt d'Orléans, c'est quand même pas immense. Hein. Vu d'un avion, c'est pas très grand. Forêt de Fontainebleau non plus, c'est quand même très limité. Et puis après, vous avez les plaines du Nord, il n'y a plus rien. Et puis alors l'autre du 27 décembre, elle est passée par le Pays Basque, le bas des Landes. Là aussi, qu'est-ce qui l'a arrêté? La forêt des Landes. Bon, là, c'est déjà plus important. Mais enfin, ça représente un peu quand même un triangle. Dans sa partie basse, elle n'est pas énorme. Hein. Et la vallée de la Garonne, etc. Et puis bon, il n'y a quand même pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Donc on voit, alors je ne dis pas que s'il y avait eu des grandes forêts, ça ne serait pas passé de la même façon, mais je pense quand même que ça c'est indéniable, il y a quand même un freinage. Quand vous avez des arbres qui font 25-30 mètres de haut, c'est pas la même chose que quand il n'y a rien, ou que on a des taillis qui font 5, 6, 7 mètres de haut, bien entendu. Alors le travail des terres. Le travail des terres, lorsqu'il y a des pentes, nous n'avons pas d'engin d'AU, c'est-à-dire avec une roue plus courte d'un côté et plus grande de l'autre pour pouvoir travailler les terres en travers de la pente. Non. Les tracteurs, les machines, enfin tout ce qu'on utilise, on travaille dans le sens de la pente. Il suffit de voir les vignes, par exemple. Ça, évidemment, on favorise l'écoulement, le ruissellement des eaux. C'est indéniable.
Alors d'un autre côté, je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer les vignes, non. Voilà, ce serait dommage d'ailleurs. Mais il faut en avoir conscience, et il faut se rappeler qu'autrefois, la campagne était beaucoup plus habitée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et si vous regardez dans la partie sud de la France, en particulier Vallée du Rhône, Ardèche, Lozère, même plus bas, surtout en Ardèche, eh bien, les anciens, qu'ont-ils fait? Ils ont construit des murets de pierres sèches. Aujourd'hui, malheureusement, ça n'a pas été entretenu, beaucoup sont écroulés, et puis si on avait vraiment une nécessité, eh bien, on a refait du béton armé à la place, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà. Donc ça, il faut avoir conscience que le travail des terres dans le sens de la pente, s'il n'y a rien qui arrête, malheureusement, donc forêt ou mur, eh bien, forcément coulement important, ça veut dire assèchement également, comme à chaque fois, assèchement du sol, donc des nappes phréatiques. Alors la forêt, grand sujet pour moi, je considère que c'est tout à fait fondamental, et si vous vous rappelez ce que nous avons vu dans les études précédentes, la forêt c'est une éponge thermique, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc elle restitue ses calories, c'est-à-dire sous le houppier. Le houppier, c'est la partie supérieure de l'arbre. Eh bien, vous avez une accumulation de chaleur humide. Et lorsque le soleil baisse à l'horizon, même s'il y a des nuages, eh bien, cette chaleur, l'air humide qui est plus léger que l'air qui est au-dessus, puisqu'il se refroidit, il n'y a plus de soleil, il baisse, cette chaleur monte, et c'est ce qu'on appelle des ascendances de restitution, tout simplement. Alors, 31% de la surface de l'Hexagone, c'est-à-dire la France, si je reste sur la France, est couverte par la forêt. Vous verrez que dans l'étude du site internet, c'était, après la Révolution française, c'était une vraie calamité, puisque la forêt française est tombée à 7% de la surface. Les gens étaient très malheureux, il y avait plus les canaux n'étaient plus entretenus, les chemins, les grandes voies pareilles, et on a déboisé pour faire du feu, mais aussi malheureusement, j'allais dire pour construire aussi, etc., mais on a oublié de replanter. Et là, rendons grâce à Napoléon Ier, je ne lui veux pas que du bien, bon, mais je ne dirais pas parce qu'il n'a pas fait que de bonnes choses, malheureusement. Mais il en a fait de bonnes aussi, et c'est lui qui a créé, si je ne dis pas de bêtises, qui a créé l'ONF, l'Office national de la forêt. Et là, on a commencé à reboiser. Heureusement. Donc, petit à petit, on est remonté comme ça, en gros, 30-31% de la surface de la France. Malheureusement, la qualité de la forêt française n'est pas des meilleures. Quand vous circulez un peu en France, vous voyez beaucoup je dirais peut-être la majorité des zones, c'est du taillis, ou c'est pas de la futaie. La futaie, ce sont des arbres adultes, comme on a en forêt de Fontainebleau, en forêt d'Orléans, ou dans des grandes forêts. Ce sont plutôt des arbustes, des arbrisseaux, comme on dit, 5, 6, 7, 8 mètres, que l'on coupe et que l'on utilise pour faire différentes choses. Des pellets pour mettre dans le feu, dans les poêles à bois, etc., etc. Et puis on attend que ça repousse. Alors, on attend que ça repousse. Alors, dans le meilleur des cas, on peut faire une chose, puisque la souche est toujours en terre. On va isoler une des repousses, la meilleure, et on va la laisser partir. C'est ce qu'on appelle un baliveau. Alors, va-t-on en faire pour autant un arbre magnifique? En général, non, mais disons substantiel. Voilà. La déforestation dans le monde, en moyenne, est de 2,5% dans le monde. Elle est plus élevée en Afrique. Pourquoi? Parce que on fait différentes choses. Alors, il y a le déboisement volontaire pour la valorisation du bois. Je pense en particulier, alors en Afrique, les contreplaqués, ou pour faire du feu, malheureusement, faire chauffer la soupe. Des échafaudages, des choses comme ça. Le problème, c'est qu'on ne replante pas.
Alors, ça commence à changer. On aura l'occasion dans la prochaine vidéo que j'ai appelée, ce sera notre étude numéro 6, que j'ai appelée déforestation, reforestation, et on aura l'occasion de reparler de l'Afrique, de la Chine et autres, où là, il y a quand même une prise de conscience qui est en train de se faire, en particulier avec les nouveaux gouvernements de l'Afrique de l'Ouest, l'ancienne AOF, Afrique occidentale française. Alors, il y a les incendies. Alors, les incendies, ça, bien entendu. Les grands animaux, faut pas les oublier, ceux-là qui viennent se frotter sur les replantations et autres. Non, ben, on va pas non plus tuer tous les animaux. Bon, faut quand même laisser vivre, heureusement. L'urbanisme et ce que j'appelle le déboisement commercial. La forêt française, pour finir, si on regarde bien, c'est un peu comme les terres agricoles. C'est pas le même prix qu'une terre à bâtir. Donc, que va-t-on faire? Ben, si on a une autoroute à construire, on va pas faire le tour de la forêt, on va passer au milieu. Exemple, forêt de Fontainebleau. Vous voyez également beaucoup de ronds-points qui sont faits en plein milieu des bois, des grands bois. Bon, évidemment, ça coûte moins cher. Les déboisements commerciaux aussi, pour les zones commerciales, pour tout ça. L'extension de l'urbanisme. Bon, c'est comme ça. Alors, heureusement, il y a quand même un reboisement, donc par l'Office national des forêts. Il y a les forêts privées, mais qui sont aussi suivies par l'ONF. Et puis, il y a le reboisement naturel, comme on a vu. Alors, le reboisement commercial, malheureusement, je dirais que dans le mot commercial, il y a commerce. C'est-à-dire qu'on va surtout reboiser avec du résineux, c'est-à-dire du sapin. Qu'on va utiliser pour faire des poteaux de moins en moins, mais de la pâte à papier, oui, dont la forêt des Landes, bien sûr. C'est toujours de la forêt. L'inconvénient, c'est que sous une forêt de sapin, il n'y a plus grand-chose qui pousse. Pourquoi? Parce que les épines tombent, et l'eau pluviale va avoir tendance à ruisseler dessus. Bon, mais c'est toujours mieux que rien. J'ai beaucoup critiqué les replantations en sapin. J'ai mis, comme on dit, un peu la pédale douce. C'est toujours de la forêt, mais c'est vrai que on aimerait mieux voir des grands hêtres, des grands chênes, des grands, je ne sais quoi, autres, mais c'est-à-dire des grands feuillus. Bon, on peut... Alors d'un autre côté, les sapins aussi sont très utiles pour faire des planches de coffrage, et même du meuble. Le sapin, chez nous, a un grand avantage, c'est que contrairement à ce que l'on pense et ce qu'on raconte, c'est une essence qui tient bien aux intempéries. Alors elle a l'inconvénient de se déformer, mais il faut différencier deux types de sapins. Ceux qui poussent dans les régions froides, c'est-à-dire les sapins de montagne, ou qui vont pousser en Sibérie ou par là, des cultures de sapins qui sont faites plutôt en zone chaude, où là, l'arbre, ayant plus de calories, va pousser plus rapidement, et de moins bonne qualité, bien sûr. On ne peut pas tout avoir. Mais le volume de bois qui est transformé en planches, en charpente, etc., est très important, et dès l'instant où on replante derrière, bon, je dirais qu'il n'y a pas trop à dire. Si on replante dans les mêmes essences. Alors aujourd'hui, pour limiter les incendies de forêt, bien entendu, on fait ce qu'on appelle des coups-feu, c'est-à-dire des grandes allées, et puis on met aussi, alors ça ne se fait pas partout, mais on met aussi du feuillu pour limiter les incendies, mais le feuillu a aussi, il est le houppier, c'est-à-dire il a tendance à aller chercher la lumière, bien sûr, et il va grandir, donc il va faire de jolis troncs. Bon, voilà. Alors, ça amène aussi un refroidissement de l'atmosphère locale, oui, et c'est vrai, ça favorise les incendies, oui, bien sûr, oui, bon. Alors, les ennemis de la forêt. Il y a les incendies, 60% sont des statistiques qui datent d'une dizaine d'années, entre les 5 et les 10 dernières années. 60% sont le fait d'actes de malveillance, je tiens ça, non pas de mon petit chapeau, mais de compagnie d'assurance. 30% le résultat d'imprudence, eh oui, malheureusement. Entre 2014 et 2021, donc c'est quand même relativement récent, 8000 hectares par an, 9000 hectares par an ont été brûlés
ce qui représente 90 km² en moyenne par an, brûlés en France. 90 km². Et en 2022, là, on est passé à 59 000 hectares, ce qui fait 590 km², si je ne me trompe pas. C'est quand même énorme. C'est énorme. D'où, moi, personnellement, j'habite dans la partie sud, donc les meetings de Canadair, je les connais bien. C'est joli à voir peut-être, mais enfin, c'est très dangereux, il faut bien avoir conscience, très dangereux pour les pilotes. Vous vous rendrez compte, d'ailleurs, dans la documentation, dans le document qui est sur mon site internet, où il y a des photos malheureusement d'un tracker qui s'est écrasé. C'est pas un jeu, pas du tout, pas du tout. Faut en avoir conscience. Alors, donc les raisons, l'urbanisation et les bois tropicaux. Alors là aussi, quand vous achetez des meubles en okoumé ou en ce qu'on appelle les bois rouges, etc., oui, c'est joli, puis ça pourrit pas. Oui, mais il ne faut pas oublier que derrière, c'est pas replanté. Si vous regardez sur Internet, par exemple, vous avez des vidéos, vous avez d'énormes machines qui vont enserrer un tronc qui a 300 ans d'âge, on le coupe en 1 minute, il est mis à champ, dépossé de ses branches, tout ça automatiquement, enfin bon. Donc ça veut dire que ce sont des machines qui sont capables de faire des milliers de tonnes de bois par jour. Et ensuite, eh bien, avec ça, on va faire du contreplaqué, du meuble et autres. Et vous avez également, alors on ne dirait pas, parce qu'il ne faut pas être méchant non plus, mais des pays d'Afrique qui veulent récupérer des sous et qui ont aussi vendu leur forêt. J'en ai une en tête en particulier. Et puis vous avez les bateaux-usines qui viennent de certains pays, qui récupèrent les grumes, c'est-à-dire les troncs, et sur le bateau, vous avez tout ce qu'il faut pour faire du contreplaqué, etc., etc. Ce qui veut dire que ces mêmes pays, aujourd'hui, sont en partie zones déforestées, ça veut dire des migrations de gens, bien sûr, ça veut dire des conflits, ça veut dire plein de choses derrière tout ça. Bon, pour bien avoir conscience, quand je vois également, alors là aussi, on ne va pas donner de lieu ni quoi que ce soit, mais des promenades au bord des fleuves, au bord de la mer ou je ne sais où, en bois exotique, ça me fait quand même mal au cœur, parce que je connais bien l'Afrique, en particulier l'Afrique de l'Ouest, et personne ne se soucie des dégâts. Donc on va au moins cher, en fait, en pensant que ça va mieux résister. Ben non, on aurait mieux fait de mettre du sapin, ça aurait pas forcément, ça fait peut-être moins riche, mais ça aurait peut-être tenu aussi bien. Donc, vous voyez, ça ce sont aussi on va en reparler après, des gestes quotidiens dont il faut avoir conscience. Je pense que l'utilisation de bois exotiques devrait être interdite depuis fort longtemps. Ben non, 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 non. Bon, enfin, alors, il y a aussi, maintenant, alors, les centrales électriques, où on va brûler du bois pour faire de l'électricité. Mais c'est quelque chose, enfin, en tant que technicien, qui me dépasse. Le rendement d'une centrale à bois, qui va brûler dans une chaudière du bois, je parle à grande échelle, hein, pas le petit truc qui va alimenter une petite usine ou je sais pas quoi. Eh bien, c'est en gros, allez, 40%, 45%. Ça veut dire que 55% des calories amenées par le bois repartent dans la nature, perdues. Sauf dans le cas où l'on puisse faire de la cogénération. C'est-à-dire que avec la chaleur qui est récupérée au niveau de la condensation de la vapeur dans les turbines à vapeur. Alors, pour mémoire, vous avez les chaudières, fabrique de la vapeur, ça part sur une turbine à vapeur, et en dessous de l'échappement de la turbine à vapeur, c'est-à-dire les corps basse pression, vous avez ce qu'on appelle le condenseur, c'est-à-dire des milliers de tubes dans lesquels circule de l'eau froide qui vient de la rivière, du fleuve ou du réfrigérant atmosphérique. Le réfrigérant atmosphérique, c'est les grandes flûtes en béton là, que l'on voit. Et donc, cette eau va condenser sur ces milliers de tubes la vapeur. L'eau va se réchauffer, en moyenne, dans les grandes centrales, 12-14 degrés au maximum. Mais c'est perdu, ça.
Alors autant bien l'utiliser pour faire du chauffage. À ce moment-là, si on fait du chauffage, c'est le rendement de la turbine qui va baisser un peu. Alors il y a des choix à faire, choix financiers encore. On peut faire aussi de la culture. Il n'y a rien qui est interdit. Donc on va récupérer de l'énergie solaire à travers l'eau chaude, l'eau réchauffée qui sort du condenseur. Pas stupide non plus. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Alors le bois, maintenant, on ne fait pas que de l'électricité, on fait aussi des chaufferies. Là, je suis tout à fait beaucoup plus serein. Je connais en particulier plusieurs piscines qui sont chauffées, piscines municipales qui sont chauffées avec du bois. Bah, très bien, pourquoi j'ai rien à dire. Enfin, voilà, sauf, alors, au niveau des pellets, là, je suis beaucoup plus nuancé, puisque les pellets nécessitent, dans la pratique, de raser carrément la forêt, c'est-à-dire qu'on récupère tout. Lorsqu'on abat des bois, les forestiers abattent des bois pour faire des planches ou autres, on laisse les branchages, les petites branchages au sol, justement, pour favoriser le redépart, pour faire de l'humus et limiter l'érosion. Lorsque l'on rase tout, c'est complètement différent. Il faut en avoir conscience. D'ailleurs, certains pays, alors je ne vais pas me faire que des amis, mais tant pis, ont interdit les pellets. Enfin, sous quelle forme, j'en sais rien. Pellets au niveau industriel, pas au niveau particulier. Voilà. Alors on sert aussi de la forêt pour fabriquer du biocarburant. Non. Je ne suis pas vraiment, mais ça c'est mon avis, je ne suis pas du tout partisan de ce genre de truc. Mais bon, voilà. Alors, maintenant sortons un peu de nos branchages et de la forêt, et parlons des actions dommageables. Alors, il y a une chose dont on n'a jamais parlé, et sur laquelle j'ai vraiment pas trouvé grand-chose, par quelques bribes, et puis là, je fais un peu appel à mes connaissances, ce sont les essais atmosphériques des bombes atomiques. Lorsqu'on utilise une bombe atomique de puissance de quelques dizaines de kilotonnes, genre Hiroshima, malheureusement Nagasaki, je ne pense pas que c'est une action particulière sur le climat, peut-être locale et encore. Je ne parle pas des retombées radioactives, ça c'est tout à fait autre chose. Mais lorsqu'on arrive aux mégatonnes, c'est-à-dire à des engins comme de 10-15 mégatonnes, c'est-à-dire millions de tonnes de TNT, et au-delà, à mon avis, je pense que c'est quand même assez différent. Alors, on comprend que, mais il n'y a pas grand-chose qui ait été divulgué, en tout cas. Enfin, moi, personnellement, j'ai rien trouvé. Si des gens, si des plumophiles ont quelque chose là-dessus, je suis très preneur. Vous avez le contact sur le site internet. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que, en fait, l'explosion, les conséquences se traduisent un peu de la même façon que lorsque vous jetez une pierre dans l'eau. C'est-à-dire, vous faites des grands cercles, des grands cercles, des grands cercles qui vont en diminuant. Et donc, ça ne peut être que la même chose dans l'atmosphère terrestre. Donc, des ondes de pression, des pressions, etc., qui vont s'amenuisant. Quelle est l'influence sur le climat? Je ne sais pas. Alors, les essais climatiques, on en parle 2 secondes. Ça se pratique depuis fort longtemps, depuis la guerre quasiment, en particulier avec l'iodure d'argent, dont on ensemence par avion les nuages. L'iodure d'argent va favoriser pas la cristallisation, mais le rassemblement des vésicules d'eau de l'atmosphère, des molécules d'eau de l'atmosphère pour en augmenter la masse, puis il arrive un moment où il pleut. Problème, c'est difficilement maîtrisable. Vous vous souvenez en particulier alors il y en a eu pas mal de pratiqués comme ça en Afrique de l'Ouest au moment des élections. Ça, c'était du temps de la colonie, c'est bien connu. Il y a eu aussi celle dans le Golfe, qui a conduit à des inondations catastrophiques. Bon,
je crois que ça s'est un peu calmé. En revanche, il y a d'autres essais qui se pratiquent malheureusement, en particulier par les Américains. Autrefois, alors je reviens sur les soviétiques, pratiquaient également, mais pas pour des questions militaires, mais pour les zones plus arides de la Russie, pratiquaient l'ensemencement, mais par azote, c'est-à-dire azote liquide depuis un avion, ce qui a le même effet, mais qui est anodin au point de vue de la santé, ce qui n'est pas le cas de l'iodure d'argent qui a des actions plus ou moins néfastes sur les voies respiratoires. Le transport, alors les essais climatiques, bon, on a vu, il y a aussi les essais telluriques, bon, c'est encore d'autres sujets tout ça. Le transport aérien. Voilà, le transport aérien, on n'en parle pas trop dans les grandes messes, les COP, COP 15, 20, 25, etc. Bien sûr, enfin j'ai dit bien sûr, mais juste un petit calcul là tout simple. Nous avons en moyenne entre 8 et 10 000 avions dans le ciel actuellement. Bon, chiffre moyen. Entre 7 000 et 12 000 mètres d'altitude, un endroit où l'air devrait être, je dirais, pur. Alors, que émettent les réacteurs ou les turbopropulseurs? Des imbrûlés, oui, forcément. Hein. Des émissions de gaz à effet de serre, CO2, et des NOx, c'est-à-dire des oxydes d'azote. Le CO2, 1 kg de kérosène nous dégage 3,1 kg de CO2. Si nous prenons une moyenne de consommation, je dis bien une moyenne, hein, entre les petits, les gros, de 5 tonneurs. 8000 avions, 24 heures par 365 jours, ça fait 350 400 000 tonnes de carburant par an. Vous multipliez par 3,1 pour le CO2. Ce qui représente 4100 superpétroliers de 250 000 tonnes chargés en produits finis. Bon, ça sont des calculs que vous pouvez faire très facilement, pas besoin d'avoir fait des grandes études, voilà. Vous avez à ça lorsque... Alors je ne parle pas du militaire, il faudrait rajouter encore le militaire là-dessus, bien sûr. Lorsque un avion est à une difficulté quelconque, il va aller se poser à Orly ou à Roissy, ou je sais pas, ou je ne sais où, voilà, il va larguer une partie de son carburant. Il ne va pas se reposer avec, par exemple, 50% de son carburant. Donc, il est largué. Alors, forcément, il se dit pudiquement que ça se vaporise dans l'atmosphère. Moi, je veux bien, mais ça finit quand même par retomber quelque part. Bon. Pareil pour les porte-avions. Porte-avions, un chasseur ne se repose jamais avec son carburant. Jamais. Tout est largué avant s'il en reste trop. Bon, enfin, et sachons que pour le transport aérien, qu'on critique aussi beaucoup, 70% des sièges, ce sont en gros des touristes. Faut pas l'oublier, ça. Alors, les grands incendies, les mégapoles, etc., bon, on l'a vu. Pour vous donner une idée, mon grand-père paternel me disait que, alors après la guerre de 14, du 3e étage de la tour Eiffel, par beau temps, on voyait le Mont Blanc. Ça m'étonnerait aujourd'hui que même par beau temps, on puisse voir le Mont Blanc du 3e étage de la tour Eiffel. Donc il a dû se passer quelque chose entre deux. Voilà. Alors, on considère... Alors le transport routier, bon... alors là, c'est juste une petite parenthèse. En France, en 2023, ça n'a pas beaucoup changé en 2024 et ça m'étonnerait que c'est beaucoup changé en 2025. 10,6% des marchandises sont transportées par le rail. 88% par la route. 88%. 1,4% par la voie navigable. Alors que nous disposons de 4800 km de voies navigables en France, malheureusement, la grande majorité des canaux, en tout cas, est en train de s'envaser et ne sont plus pratiqués par les péniches, sinon elles touchent le fond. Alors, donc tout ça, il faudrait quand même sérieusement y réfléchir. Je pense au train, où on a supprimé, j'allais dire à tour de bras, toutes les lignes secondaires pour le profit du TGV, etc. Bon, TGV, c'est très bien, j'admire et tout, mais malheureusement, vous avez des régions entières, tout le Massif central quasiment, je pense à l'Ardèche qui n'a même plus une gare de passagers, un des plus grands départements de France quand même,
mais en tout le Massif central, ou maintenant de Bordeaux, il faut quasiment remonter bientôt à Paris pour redescendre à Lyon. Tout ça, voilà, c'est quand même un peu... bon, si nous prenons le cas du transport fluvial sur le Rhône, un pousseur de 2200 chevaux. Le pousseur, c'est un peu le gros bateau, la petite péniche, si vous voulez, que l'on met derrière des barges. Une, deux barges, et qui va pousser tout ça. 2200 chevaux, ils vont jusqu'à 2400-2500 chevaux. Deux barges sur le Rhône, ça représente 120 camions en moins. C'est-à-dire, ils transportent des conteneurs. 120 camions de 450 chevaux en moins sur l'autoroute A7. Pour un conteneur, ça représente 18 chevaux de consommation. Alors, bien entendu, Esprit Chagrin va me dire « Ouais, mais si on descend de Lyon jusqu'à Marseille avec un camion, on en a pour 4 heures. » Peut-être à peu près ça. Si on descend avec un pousseur et puis ces deux barges, il y en a pour une journée et demie. Oui, mais est-ce que c'est très important de descendre du carburant ou des pulvérulents, ou d'autres matériaux? Est-ce qu'on n'a pas une journée, voire peut-être une journée et demie dans notre vie pour éviter peut-être 120 camions de plus, qui en plus sont des engins dangereux? Voilà, donc tout ça, on revient encore sur tout un autre discours, toute une restructuration complète, y compris mentale, de notre façon de vivre, où nous allons au plus vite, au plus court. Et j'ai tendance à dire que dans notre système économique, c'est investissement minimum, retour sur investissement maximum, bénéfice maximum. Investissement minimum, retour sur investissement le plus rapide possible, et bénéfice maximum. Ça tourne un peu autour de ça, mais comme vous savez que la nature n'est pas cotée en bourse, il n'y a pas de CAC 40 de la nature. À mon avis, on n'est pas prêt d'en voir un. Alors bon, tout ça, on pourrait parler aussi des inondations en France. Alors, juste 2 mots pour pas que ça soit trop long non plus. Vous verrez là encore dans mon document que vous retrouverez sur Internet, donc au niveau études, des photos d'inondations en France. Bon, en particulier, je connais dans le département de l'Ain, une vallée alors ça remonte à 1990, qui a été totalement inondée par un barrage qui se trouvait en altitude et qui était submergé. C'est-à-dire que l'eau est passée par-dessus suite à de très grosses pluies qui ont duré une semaine. Je me souviens très bien de ça puisque j'habitais dans le coin. Et donc toute la vallée a été inondée. C'est allé comme ça quasiment jusqu'au Rhône. Eh bien, il y a un endroit, près d'une petite ville du département de l'Ain que je ne nommerai pas. Je me souviens, je dois encore avoir des photos d'ailleurs, il y avait 2 mètres d'eau. Eh bien, aujourd'hui, vous avez une zone pavillonnaire d'environ, je sais pas, 80-100 pavillons. Alors, bien entendu, on va dire, oui, mais le nécessaire a été fait, etc. Je ne vois pas où le nécessaire a été fait, mais enfin, peut-être. Mais, bon, et ce genre d'affaires, on le retrouve, malheureusement, un peu partout. Voilà, donc... un petit peu ce que je voulais... Alors oui, on pourrait parler aussi des inondations de la Somme, de l'Italie du Nord, de l'Espagne récemment, où là on retrouve toujours la main de l'homme, les inondations de Nemours. Nemours, c'est 25 km au sud de Fontainebleau. Là encore, les inondations du Gard, c'était en 2002. J'ai de très belles photos, entre guillemets, là-dessus. Les Émirats, j'en parlais là tout à l'heure, avec les ensemencements à haute altitude, etc., etc. Donc on pourrait encore en parler longtemps de tout ça, mais malheureusement on retrouve partout la main de l'homme. Et il est trop facile de dire « Ah, c'est le changement climatique, ah, c'est le CO2 ». Non, alors peut-être, mais il faut aussi aller plus loin dans le raisonnement et ne pas faire que du sensationnel. Et voir ce qu'on peut faire, et pas que des petites retouches, des petits... Non, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que, je dirais, le programme de l'être humain, alors que ce soit en France ou
ou ailleurs, hein, parce que là je parle de la France, parce que nous sommes en France, mais c'est de changer complètement, enfin de beaucoup changer le logiciel dès l'éducation, l'éducation des jeunes, petits, etc. Tout ça, ça devrait faire partie de l'école. Pour petit à petit revoir les choses différemment, parce que dans tous ces élèves, ben, il y en a qui seront techniciens, il y en a qui seront ingénieurs, etc., etc. Donc si effectivement il y a eu des choses de faites, mais il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et je pourrais, mais ça ce sera encore un autre discours, citer certains pays que j'ai eu l'occasion de visiter où on voit qu'il y a cette démarche qui est clairement en train de se faire. Ou en tout cas qui est bien parti, et ça, il faudrait qu'en France, ben, voilà, ça avance beaucoup plus vite, et non pas avec des taxes, non pas avec des impôts, mais simplement avec du bon sens et un peu de logique. Nous aurons l'occasion de revoir tout ça dans les études suivantes, enfin par petits morceaux. Et donc en attendant, eh ben, écoutez, il vous reste à mettre une dizaine de pouces, hein, bien sûr, si vous pouvez, de parler de la chaîne autour de vous, bien sûr, c'est comme ça que ça va avancer, de vous abonner, bien sûr, et puis si vous voulez nous aider, nous sponsoriser, il y a Tipeee, il y a également la petite fenêtre annonceur, il y a etc., etc., etc. Alors je vous montre donc le document qui correspond à la vidéo, à l'étude d'aujourd'hui, qui s'appelle Climat 4, erreurs et conséquences de l'activité humaine. Bon. Et puis l'autre petit document qui lui est valable pour tout, c'est un petit document de base sur le fonctionnement de la Terre, le climat, etc. C'est Initiation au climat, l'albédo terrestre, le rôle de la forêt. Voilà. Et alors j'ai vu, je termine là-dessus. J'ai eu l'occasion de faire une conférence que j'avais été invité dans ma petite ville, hein, justement sur le climat, sur tout ça, et sur le climat autrefois, etc., etc. Et quelqu'un, un ancien, m'avait dit, oh, mais alors vous allez me dire que je suis un grand prétentieux, mais tant pis. Ah, c'est super, il faudrait aller dans les écoles, etc., faire parler de tout ça. Vous voyez, cet ancien avait dit, et c'est pas le seul, hein, on a eu l'occasion d'en parler depuis, eh bien, il avait déjà senti une démarche à faire au niveau scolaire, au niveau... Voilà, et parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le climat et toute notre vie sur Terre, c'est quand même notre vie de tous les jours, c'est la qualité de notre vie, c'est notre sérénité, etc., etc. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, la couche de l'atmosphère sur Terre, si on voulait la dessiner à l'échelle, on ne la verrait même pas. Ce serait qu'un trait extrêmement fin. Et nous sommes là-dedans. Donc, que représentons-nous? Rien. Pas grand-chose. Donc, essayons d'y rester le mieux possible. Voilà, je vous souhaite de bien vous porter, et puis vidéo numéro 6 la semaine prochaine, déforestation, reforestation, l'équilibre thermique de la Terre, la forêt, on va en reparler, et donc, ben, écoutez, voilà, à bientôt, et beaucoup de joie pour chacun.